Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakil. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Il y a quelques mois, dans la rédaction du Monde, on a déployé un atelier de sensibilisation au climat qui s'appelle la fresque du climat. Certaines et certains d'entre vous le connaissent peut-être. La fresque, c'est une sorte de jeu de cartes super moche dessiné par des ingénieurs qui résume à gros traits les rapports du GIEC. L'intérêt, c'est que c'est presque ludique comme manière de comprendre le changement climatique. Et l'une des choses qui m'a frappé, c'est que quand on dispose toutes les cartes et qu'on regarde les causes et les conséquences, une bonne partie des flèches arrivent au même endroit. La hausse des températures, la disparition des abeilles, la baisse de la ressource en eau, les crues, les cyclones, tout ça conduit à la même chose, une baisse massive des rendements agricoles. Autrement dit, le changement climatique risque de rendre l'agriculture très difficile, voire impossible, sur une partie de la planète. Mais ce que moi j'ai mis plus longtemps à comprendre, c'est que notre système agricole est à la fois une victime massive du réchauffement climatique et en même temps l'un des secteurs qui y contribue le plus. En France, l'agriculture pèse 19% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le deuxième plus gros secteur émetteur après les transports. Pour se nourrir, on utilise massivement du pétrole et du gaz, mais aussi des produits chimiques devenus indispensables pour beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs. Pourquoi l'agriculture a-t-elle un impact aussi important sur notre environnement ? Peut-on changer les pratiques agricoles tout en ayant suffisamment de nourriture pour tout le monde ? Comment transformer le modèle agricole dans lequel la France s'est construite ? Voilà ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Nicolas Bricasse est socio-économiste de l'alimentation, chercheur au CIRAD, titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'agriculture et l'alimentation et il a la gentillesse de passer dans le studio du Monde lors de son passage à Paris, lui qui vit et travaille à Montpellier. Bonjour Nicolas Bricasse. Bonjour. Alors, on a déjà parlé ici avec l'économiste Karine Barbier, qui, comme vous, vit à Montpellier, dans un épisode sur la viande, de pourquoi l'agriculture est aussi émettrice de gaz à effet de serre. Et on émet du CO2 dans le système agricole, parce qu'on a besoin de pétrole pour faire rouler des tracteurs et transporter des denrées alimentaires, mais aussi du méthane qui vient des ruminants, et en particulier des vaches, ou du protoxyde d'azote qui vient des produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on ne dit pas tout de l'impact que l'agriculture a sur notre environnement. L'agriculture, elle n'a pas simplement un impact sur le climat. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu ce tableau des conséquences qu'a notre système agricole sur notre environnement ? Il faut bien dire notre système agricole, c'est-à-dire la façon dont il est organisé aujourd'hui. Il a effectivement un impact important sur le climat parce qu'il est émetteur de gaz à effet de serre, alors qu'il pourrait être capteur de CO2, dans les prairies notamment. Mais il est aussi responsable aujourd'hui de l'effondrement brutal et rapide de la biodiversité, notamment du fait de l'usage massif des pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, qui effectivement détruisent la vie des sols, détruisent des insectes et derrière détruisent les oiseaux, et menace complètement directement la possibilité de continuer de produire. Est-ce qu'en fait, ces deux questions sont réellement connectées ? Moi qui travaillais surtout sur les questions d'énergie et de climat, pendant longtemps, la question de la biodiversité me semblait un peu lointaine et j'avais l'impression que tant qu'on faisait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça suffisait. Ce que vous dites, c'est que sur l'agriculture, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne suffit pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, elles viennent effectivement de l'élevage et des fermentations des ruminants. Elles viennent de l'usage massif de l'azote chimique, c'est-à-dire l'azote de l'air qui est capté, qui est transformé en poudre blanche, qui s'appelle l'urée, qu'on met sur les cultures pour les faire pousser. Cet azote, il est très très abondant parce que jusqu'à présent l'énergie était peu chère et de ce fait, on a des émissions d'un gaz à effet de serre qui s'appelle le protoxyde d'azote, N2O, qui du coup chaque molécule contribue plusieurs milliers de fois plus qu'une molécule de CO2. Donc c'est émis en petite quantité mais avec un très gros impact sur les effets de serre. Et l'azote, c'est pas simplement les émissions de CO2, c'est aussi la pollution azotée. On capte l'azote de l'air, on le met dans les sols, il passe dans les nappes phréatiques, il passe dans les rivières, et quand on met de l'engrais qui fait pousser les plantes dans la mer ou dans les rivières, ça fait pousser les plantes de la mer et des rivières, ça s'appelle les algues et ça s'appelle l'eutrophisation. Et ça, c'est la pollution massive. Aujourd'hui, quand on voit les Pays-Bas qui décident de réduire de 30% leur cheptel
par un gouvernement qui n'est pas du tout un gouvernement écolo, mais c'est parce que la pollution azotée est devenue tellement dramatique dans ce pays, parce qu'il y a un élevage extrêmement intensif, que c'est complètement ingérable à moyen terme. Et donc, il y a une vraie solution drastique qui est la réduction de 30% de l'élevage dans ce pays, qui est souhaitée par le gouvernement, auquel s'opposent bien évidemment les éleveurs. Et donc, il y a actuellement un bras de fer entre éleveurs et gouvernement sur cette question. La pollution azotée, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. C'est pas uniquement les eaux, c'est aussi l'air. C'est aussi l'émission d'ammoniac, c'est aussi de l'intoxication de l'air en bordure des champs. Donc on a une vraie question de la pollution en général. Alors, vous parliez justement de notre système agricole. C'est notre système agricole qui produit toutes ces pollutions. Mais ce système agricole, il a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est un système productiviste avec l'idée de nourrir le plus grand nombre. Si on regarde la manière dont ça se passait avant, c'était pas nécessairement très réjouissant. Donc, on a longtemps perçu ce système comme une réussite, en disant, bon voilà, en fait, ça a permis de nourrir les Français, ça a permis de faire de la France une puissance agricole. Est-ce que on s'est trompé? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en place ce système-là? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a une préoccupation qui est d'arriver à nourrir la France, d'arriver à nourrir l'Europe, sans être trop dépendant de pays extérieurs qui, eux, ont été moins abîmés par la guerre. Et donc, on met en place un mécanisme d'agriculture industrielle où on va utiliser à la place du soleil, qui était la principale source d'énergie de l'agriculture, on va aller chercher en fait du charbon, du pétrole, du gaz et puis maintenant de l'uranium pour remplacer l'énergie. Donc, autrefois, l'agriculture, elle produisait 4 types de biens. Elle produisait de la nourriture, elle produisait de l'énergie, c'était les animaux, c'était le bois de chauffe. Elle produisait des matériaux, c'était le bois d'œuvre, c'était les pailles pour s'isoler, c'était les fibres pour s'habiller. Et puis elle produisait de la fertilisation, c'est-à-dire que les animaux étaient utilisés pour transférer de la fertilité des zones de pâture vers les zones agricoles. Quand, à partir de la fin du 19e siècle, on découvre la possibilité de capter l'azote de l'air avec du gaz, quand on découvre les mines de phosphate et les mines de potassium, les mines de potasse, quand on découvre la source d'énergie qui apparaît inépuisable et très peu coûteuse que sont les énergies fossiles, ça va dégager l'agriculture de 3 de ses fonctions. Elle n'a plus besoin de produire de l'énergie. On a les transports en voiture et avec le moteur. Elle n'a plus besoin de produire tant de matériaux. On a le ciment, on a l'acier. Et elle n'a plus besoin de gérer la fertilité par des transferts utilisant les animaux ou utilisant les légumineuses pour capter l'azote de l'air. On va utiliser l'engrais chimique. Ça va permettre de nourrir une population qui s'accroît. Autrefois, avant ça, la régulation de la population, elle se faisait par les famines. Donc c'est une immense réussite, ce système industriel, parce que c'est ça qui a permis d'augmenter la productivité du travail et d'augmenter la productivité de la terre. Un agriculteur produit pour beaucoup de gens qui ne sont pas des agriculteurs, et un hectare produit beaucoup plus qu'autrefois. Donc on a effectivement réussi à nourrir une population croissante qui a continué de s'accroître, qui a pu migrer vers les villes pour fournir la main-d'œuvre de l'industrie, pour fournir la main-d'œuvre du tertiaire, en laissant quelques agriculteurs nourrir le reste du monde. Et c'est quoi? C'est à partir des années 70-80 qu'on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça génère ce qu'on appelle des externalités négatives. Ça commence à polluer, ça commence à épuiser les ressources, et qu'il va probablement falloir s'interroger sur est-ce qu'on peut continuer, généraliser ce système industriel à l'ensemble de la planète et poursuivre dans cette voie. La réponse, il y a des premiers chercheurs qui la montrent dès les années 70-80, qui sont non, en fait, on ne pourra pas généraliser. Mais la machine est lancée. Tous les agriculteurs ont été financés par le crédit, ont été conseillés par les conseillers agricoles, ont été équipés par les entreprises d'équipement agricole et puis ont été fournis en engrais, en semences répondant bien à l'engrais, en pesticides puisqu'on a spécialisé les cultures et que donc elles sont plus atteintes par les maladies. Et toute cette machine s'est mise en route, elle s'est emballée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas durable. Tout le monde le sait, en fait. Mais sauf que c'est très compliqué de changer. Alors, on va parler évidemment de comment on peut faire quelles pistes peuvent être abordées pour changer ce système-là. Mais juste pour finir de le décrire, on a l'impression que c'est aussi un système dans lequel aujourd'hui, il y a des très gros exploitants qui sont de plus en plus gros, qui sont peut-être de plus en plus rentables aussi. Et puis, à côté, certains qui essayent de développer une agriculture alternative ou différente. Est-ce que c'est caricatural de voir notre système agricole comme ça ? C'est toujours un peu caricatural parce qu'il y a plein de situations intermédiaires, mais c'est vrai que les agriculteurs qui ont aujourd'hui plus de 55 ans, 60 ans, qui vont prendre leur retraite d'ici 10 ans,
Ils ont investi depuis 30 ans. On les a formés à ça. On les a conseillés d'aller vers une spécialisation, mécanisation, usage d'intrants non renouvelables. Et donc, effectivement, ils sont embarqués dans une trajectoire pour laquelle il est extrêmement difficile de changer. Il ne faut pas reprocher à ces gens-là d'avoir fait les mauvais choix. On les a poussés. C'est pas eux qui ont individuellement décidé. Ils n'avaient pas vraiment le choix. On les a embarqués dans un système. Donc aujourd'hui, on les accuse en disant « mais oui, mais vous polluez, vous faites effondrer la biodiversité, vous épuisez les ressources ». Effectivement, c'est ce que fait le système. Alors on a une nouvelle génération qui arrive. Et effectivement, cette nouvelle génération, aujourd'hui, elle se retrouve confrontée à un très gros problème. Les exploitations ont eu tendance à grossir, parce que beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite, que c'est très difficile de reprendre, que la terre est devenue chère, et que donc seuls les plus gros rachètent les parts des plus petits. Et quand on est petit agriculteur pour s'installer, à la fois on a beaucoup de candidats et à la fois c'est très compliqué de trouver de la terre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la terre devient tellement chère et les exploitations deviennent tellement peu cessibles, tellement difficiles à transmettre, parce qu'elles sont grosses et que c'est des millions pour pouvoir acquérir en fait et le foncier, la terre et l'équipement, qu'en fait on a une arrivée des fonds d'investissement qui commencent à acheter la terre. Donc on commence à avoir une dissociation entre la propriété foncière, la propriété de la terre et son exploitation. Alors qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire qu'est-ce que les propriétaires fonciers qui investissent pour spéculer, pour garder en fait, se rendant compte qu'il y a de la valeur dans la terre, qu'est-ce que ça va donner comme mode de production? Là, la question elle est ouverte. Il y a des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent faire différemment de leurs aînés, de ceux qui ont fait le modèle avant. Ils s'expérimentent dans de la permaculture, dans de la diversification, dans de la multi-activité. On a aussi aujourd'hui, par exemple, des jeunes qui arrivent, qui veulent travailler à plusieurs et qui ne veulent pas faire que de l'agriculture. Ils sont agriculteurs et instituteurs, ils sont agriculteurs et conférenciers et musiciens et consultants. Ils travaillent à plusieurs, donc c'est un nouveau mode de rapport à l'agriculture qui choque beaucoup les anciennes générations qui se disent « mais non, un agriculteur, il est sur sa terre, il est ancré dans son terroir et il fait que ça ». Et en fait, les jeunes ils sont en train d'inventer quelque chose de nouveau. C'est difficile à reconnaître. Ils ont peu accès au crédit, au conseil agricole, ils sont difficilement reconnaissables par la profession. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est à quoi vont ressembler les agriculteurs de demain. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que en disant ça, en disant il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, quand on regarde les chiffres, on voit que c'est considérable. C'est-à-dire on a plus de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite là, dans les prochaines années. Dans les 10 ans qui viennent. Dans les 10 ans qui viennent. Et à ma connaissance, on n'est pas en train de les remplacer. C'est-à-dire les initiatives nouvelles dont vous parlez d'une partie de la jeunesse, c'est pas dans les mêmes volumes. Et donc il y a une vraie interrogation sur qui vont être les prochains agriculteurs, les prochaines agricultrices et qui va faire pousser la nourriture qu'on va manger. Oui, et c'est compliqué parce que, par exemple, dans certaines zones, les salariés agricoles, les travailleurs, la main-d'œuvre agricole qui vient travailler dans les exploitations pour aider les agriculteurs, elles connaissent les exploitations, elles viennent souvent de l'étranger, elles viennent du sud, elles viennent de l'Espagne, elles viennent du Maroc, elles viennent aussi de Bolivie, Équateur pour la partie sud de France, elles viennent de Pologne pour la partie nord de la France. C'est des gens qui connaissent les exploitations et qui seraient intéressés à les reprendre. Ils ont envie de travailler la terre. Mais vous imaginez bien que pour beaucoup de gens, imaginer que des étrangers vont venir cultiver notre terre, alors que c'est notre identité, notre ancrage territorial et tout ce que vous voulez, c'est compliqué. Là, on a besoin d'un vrai débat. Qui va cultiver notre terre demain? Et comment ils vont le faire? On a un peu un risque d'une agriculture qui évolue vers une agriculture duale. Quelques petits maraîchers, petits éleveurs en permaculture, proches des villes, en vente directe, qui vendent des produits de qualité, qui retrouvent un contact avec les consommateurs citadins et qui font une agriculture, on pourrait dire, vertueuse du point de vue environnemental et même du point de vue rémunération et sociale. Et puis de l'autre, une agriculture un peu plus lointaine, un peu plus loin des yeux des consommateurs, dans les grandes plaines, là où aujourd'hui on fait le gros de la production céréalière, par exemple, ou parfois de l'élevage, qui continue dans un mode très industrialisé, très technologisé,
pour réduire la pénibilité du travail, pour du coup augmenter encore la productivité des exploitants agricoles. Est-ce qu'on va vers cette agriculture duale? Il y a des pays comme le Brésil qui la connaissent déjà, entre les grandes exploitations industrielles qui produisent du maïs, du soja, et puis les petits agriculteurs qui ont du mal à vivre d'ailleurs sur des terres. Est-ce qu'on va vers ça en France? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. On est à la croisée des chemins. Et c'est maintenant qu'il faut s'interroger quel modèle agricole on veut pour demain. Alors, c'est intéressant que vous parliez justement de ces différentes expériences parce que on a, enfin en tout cas moi, j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu agricole, beaucoup de gens qui vont faire du bio, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, qu'existent des AMAP, voilà. Mais j'ai parfois du mal à savoir d'abord qu'est-ce qui il y a un impact positif sur l'environnement et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Par exemple, je vous ai déjà entendu dire que l'idée de relocaliser la production, d'acheter forcément des produits locaux, ça pouvait avoir un impact positif, mais pas nécessairement, qu'on se faisait peut-être parfois une idée fausse sur cette histoire de relocalisation de la production agricole. Effectivement, mais il faut comprendre cette envie de relocaliser par le fait que nos rapports à l'alimentation se sont distanciés. La concentration de la population dans les villes rend très difficile de nourrir les villes uniquement avec une production périurbaine, intra-urbaine, n'en parlons pas, mais même périurbaine. Il faut aller beaucoup plus loin, chercher la nourriture, parce qu'on a beaucoup de concentration humaine. On a une distanciation économique, on a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. C'est les commerçants, les transformateurs, etc. On a une distanciation cognitive, on ne sait plus, nous, citadins, comment on produit, comment on transforme. On a perdu la connaissance qu'on avait autrefois dans les générations précédentes avec nos parents. On a une distanciation sociale. L'alimentation était un allant de soi. On mangeait ce que nos parents nous avaient appris à manger, on ne se posait pas 1000 questions. Aujourd'hui, on vous demande de faire un choix individuel, d'optimiser selon vos préférences, entre vos préoccupations de santé, d'environnement, de bien-être, d'équité sociale, etc. Puis enfin, on a une distanciation politique. On a perdu le pouvoir sur le système, il est dans les mains de quelques lobbies qui font la pluie et le beau temps sur la réglementation, etc. Et toutes ces distanciations de nos rapports à l'alimentation génèrent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sentiments de déprise. On a l'impression d'être ballotté par un système qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, en réaction, ça provoque une recherche de proximité. Une proximité géographique, c'est le local. Une proximité économique, moins d'intermédiaires, ce sont les circuits courts. Une proximité cognitive, c'est tout le nouvel intérêt que les consommateurs ont vis-à-vis de l'agriculture, essayer de comprendre comment ça marche, de mettre des jardins dans les écoles pour que les enfants apprennent comment on fait pousser des tomates. Une proximité sociale, ça veut dire retrouver des gens qui peuvent vous dire comment manger. On voit fleurir des prescripteurs. Par exemple, dans le mouvement vegan, vous avez des gens qui expliquent, vous cassez pas la tête, je vais vous expliquer comment on mange. Et donc, c'est un moyen de réduire son anxiété, de se demander comment optimiser. Et puis, une proximité politique, c'est tout ce qui aujourd'hui s'investit dans les formes de démocratie alimentaire, dans les conseils citoyens de l'alimentation, où les gens essaient de reprendre un peu de pouvoir sur le système. Le local, il s'explique bien comme ça. Et finalement, quand on regarde les effets de l'environnement de la production localisée, la plus proche possible du consommateur, ils sont relativement faibles. Le transport, c'est seulement 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du système alimentaire. Le gros, c'est les modes de production agricole. Si vous cultivez en périphérie des villes, dans des serres chauffées, en mettant plein de pesticides, plein d'engrais chimiques, et en utilisant une main-d'œuvre agricole que vous importez du Pérou, de Bolivie, parce qu'elle est très corvéable et qu'elle s'auto-exploite parce qu'elle a besoin d'argent, vous n'êtes pas durable. Donc en fait, la distance ne suffit pas. Pour autant, si relocaliser, c'est un moyen pour les consommateurs des villes de reprendre un peu de contact avec la question agricole, de comprendre les contraintes des agriculteurs, de les rencontrer, et notamment parce qu'on arrive à les rencontrer sur les marchés, parce qu'on arrive à avoir des liens avec eux, alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que ça réconcilie les citadins qui fantasment parfois sur, puisqu'on peut enlever des pucerons avec ses doigts sur un plant de tomates sur son balcon, on doit bien pouvoir le faire sur 12 hectares. Eh ben non, on ne peut pas le faire sur 12 hectares. Et donc ça veut dire aussi retrouver des moyens de dialogue entre citadins et agriculteurs et reconstruire un contrat social ensemble, avec les agriculteurs, avec les consommateurs.
Parce que c'est vrai qu'on voit bien que derrière ça, il y a des incompréhensions qui existent entre une bonne partie des agriculteurs et une bonne partie des consommateurs. Moi, je me rappelle d'un reportage que j'avais fait en grande région parisienne, en Seine-et-Marne, chez un agriculteur qui faisait de la méthanisation. Il me disait, bah voilà, moi, je produis très bien. Tout ce que je fais, je le fais de la manière la plus propre possible, mais j'ai pas le label bio. Et du coup, quand je vais à Paris voir des copains avec lesquels j'ai grandi, ils me disent, ah non, nous, on n'achète pas tes trucs parce qu'on veut acheter que du bio. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah oui, moi aussi, en fait, j'essaye plutôt d'acheter bio parce que je me dis que c'est mieux. Est-ce que c'est nécessairement une meilleure chose pour l'environnement d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique? Est-ce que l'impact climatique sur la biodiversité, il est meilleur? Est-ce qu'il faut généraliser le label bio? L'agriculture biologique, elle est clairement favorable pour l'environnement. Et tout d'abord pour la biodiversité. Parce qu'effectivement, elle n'utilise pas de pesticides chimiques, parce qu'elle travaille sur la diversification des cultures. Et dès qu'on diversifie, on réduit les attaques de maladies, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui protègent les autres, on les combine. Alors c'est compliqué à faire, mais n'empêche que aujourd'hui, on a la preuve. L'INRAE vient de faire une synthèse en montrant à quel point la rediversification à l'échelle des parcelles et des exploitations réduit les attaques de prédateurs, que ce soit microbiologiques ou que ce soit même des insectes. Et donc, effectivement, permet de réduire l'usage des pesticides et de retrouver la vie des sols et de retrouver de la biodiversité. Donc, très clairement, l'agriculture biologique, elle est favorable pour ça. Aujourd'hui, en moyenne, les rendements dans l'agriculture biologique sont plus faibles que dans l'agriculture industrielle de la chimie. Mais il faut aussi pas oublier une chose, c'est que l'agriculture biologique, elle n'a pas eu le moindre effort de la recherche depuis l'après-guerre. On a considéré les agriculteurs biologiques dans les années 70-80, quand ils ont commencé à s'installer, comme des charlots. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on considère que les gens qui s'installent en permaculture sont des charlots. Alors, il n'y a pas eu tout cet effort qui a pourtant été déployé pour l'agriculture industrielle. Si on reconvertit l'effort de recherche pour accompagner une multitude de nouvelles formes de production agricole, dépendant de chacune de terroirs très différents, parce que les problèmes se posent différemment selon les terroirs, alors on peut à nouveau espérer avoir de bons rendements. Et on a déjà les preuves de cela. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui sont en agriculture biologique ou en permaculture et qui ont de très bons rendements, tout à fait comparables à ceux de l'agriculture de la chimie, sauf que ça ne détruit pas la biodiversité, qu'on utilise moins d'azote de l'air, moins d'azote chimique, et donc on pollue moins les sols et qu'on émet moins de N2O, de protoxyde d'azote. C'est absolument prouvé partout, l'agriculture biologique, elle est favorable à l'environnement. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut la généraliser ou essayer de faire en sorte qu'elle ait un développement massif pour contrebalancer l'agriculture plus classique, dite conventionnelle? Oui, on peut se dire que c'est vraiment un des modèles vers lequel il faut aller. Bon, l'agriculture biologique, elle règle pas tous les problèmes, et notamment par rapport à ce qui était le projet politique de l'agroécologie, elle se pose pas trop de questions sur la question de la main-d'œuvre agricole, sur la question de l'équité de la rémunération dans les filières, ce que l'agroécologie, comme projet politique au départ, porte davantage. Cela dit, d'un point de vue technique, l'agriculture biologique, c'est un bon modèle. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on a des agriculteurs qui font des efforts pour essayer de réduire très sensiblement les pesticides, pour essayer de diversifier, pour essayer d'inventer d'autres systèmes, mais qui utilisent encore parfois un peu de pesticides, un peu d'engrais, parce qu'ils sont en train d'essayer de se convertir, ceux-là, effectivement, ils ont des grandes difficultés, c'est de faire valoir leur effort sur le marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de label, ils sont pas reconnus. Donc c'est une question très compliquée, cette question de la transition. Parce qu'effectivement, on a d'un côté un label, celui de l'agriculture biologique, et puis on a toutes ces situations qui essayent d'aller vers ça, pas forcément pour se faire convertir en bio, mais pour faire des efforts, et on les voit partout, mais qui ont effectivement du mal à se faire reconnaître. Donc c'est vrai que c'est une difficulté actuelle. Oui, il y a juste un point quand même, c'est que vous parliez de ce projet politique de l'agroécologie, mais il y a aussi, en fait, aujourd'hui, une tendance sur le label bio ou sur d'autres labels dits plus protecteurs pour l'environnement. Des fois, ce qui peut apparaître comme des contradictions, c'est-à-dire quand on a des produits bio qui sont importés de l'autre bout de la planète ou de la viande bio produite dans des conditions qui vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de contradiction qui sert peut-être d'argument marketing ou commercial, par exemple pour des grandes surfaces, mais qui n'a pas un impact forcément génial sur l'environnement? Je suis absolument d'accord que l'agriculture biologique, c'est pas l'alpha et l'oméga des nouveaux modèles agricoles. Ça m'intéresse plus le projet de l'agroécologie qui dit
il n'y a pas une solution unique qui consiste pas simplement à se débarrasser de la chimie. C'est une des conditions de l'agroécologie, effectivement, mais parfois ça peut être l'utiliser raisonnablement en très petite quantité, en tout cas pour pas détruire et pour pas détruire la biodiversité et pour tirer parti parfois de situations compliquées. Effectivement, l'agroécologie, ce que je trouve intéressant dans son projet, même si aujourd'hui c'est une notion très fourre-tout dans laquelle on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi, mais dans le projet initial de l'agroécologie, celle portée par des gens comme Steve Glissman ou des gens qui ont travaillé sur la permaculture, par exemple, c'est que c'est pas simplement un mode de culture respectueux de l'environnement, respectueux de la biodiversité. C'est un mode de raisonnement sur ce que c'est que l'agriculture et l'alimentation. C'est reconnaître que l'alimentation, c'est pas simplement absorber les calories, les protéines, les vitamines le moins cher possible. C'est que l'alimentation, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi construire son identité individuelle, c'est bien évidemment construire sa santé, donc c'est un rapport à soi, c'est un rapport aux autres, le fait d'aller faire ses courses, c'est un moyen de se synchroniser dans la société, préparer à manger, manger ensemble, c'est un moyen d'interaction sociale. Et puis enfin, l'alimentation, c'est un rapport à la biosphère, c'est un rapport aux animaux, et ça a construit les paysages. Si on reconnaît que l'alimentation, c'est tout ça à la fois, et donc que c'est bien plus que simplement de la nourriture qu'on absorbe, alors on repense la question agricole et notre rapport à l'agriculture et à l'alimentation autrement. Et c'est ça que porte l'idée de l'agroécologie, et c'est là que je trouve ça intéressant. Et ce que je trouve intéressant également, c'est que c'est une vision politique. L'agroécologie, elle reconnaît qu'on a eu effectivement un système industriel qui a permis de nourrir la planète, qui a permis d'augmenter la production alimentaire plus vite que la population. Mais qu'aujourd'hui, ce système, il est verrouillé techniquement, parce qu'on ne sait pas très bien faire autrement, et économiquement et politiquement par un certain nombre d'acteurs qui ont fait leur richesse et leur puissance sur le système industriel, et qui aujourd'hui n'ont pas envie d'en changer, parce que c'est ça qui a fait qu'ils sont prospères. Et puis, je pense que c'est aussi un état d'esprit qui s'est développé, qui est un état d'esprit assez conquérant. Oui, pour bâtir la puissance agricole française, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, il y a quelques dégâts environnementaux, mais bon, c'est ça qui fait que la France est devenue une grande puissance agricole. Cet état d'esprit-là aussi, il faut le changer. Et c'est aujourd'hui l'état d'esprit qui domine dans les instances directrices de l'agriculture, dans celles qui gouvernent l'agriculture. Ça, je pense que c'est un point qui est important parce que dans la vision des choses, on a effectivement l'impression que le ministère de l'Agriculture, la FNSEA, le principal syndicat agricole, les gros acteurs de l'agroalimentaire, quand on leur parle d'autres modèles agricoles, alors, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas tout rejeter dans les discours, mais on voit bien qu'ils haussent un peu les yeux, ils soufflent et puis ils disent on passe à autre chose. On va parler de la capacité à proposer d'autres modèles, mais il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est la question des AMAP, donc les associations qui permettent d'avoir chaque semaine un panier qui arrive avec des fruits, des légumes, qui vient d'un agriculteur, peut-être pas très loin de chez vous. On en a parlé ici avec la sociologue Sophie Dubuisson-Quéillet qui disait, après tout, les AMAP, on voit bien que c'est aussi une logique un peu de reconnaissance sociale pour quelques citadins qui veulent bien faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais est-ce que ce genre de choses, ça vous semble être anecdotique, c'est-à-dire concerner très peu de gens qui ont des bonnes intentions, ou est-ce que c'est le genre de modèle qui pourrait avoir des conséquences sur la production agricole parce qu'on va commencer à acheter plus directement à un agriculteur, à une agricultrice qu'on identifie? Les AMAP, les circuits courts, la production locale, c'est des moyens d'inventer des possibles. C'est des moyens d'expérimenter qu'on peut faire autrement. Je ne suis pas sûr que ça va se généraliser pour devenir le nouveau grand modèle. Je pense que aussi le modèle industriel, il réagit, il essaie de s'adapter, il récupère aussi ses idées d'innovation pour les industrialiser. Mais n'empêche que ça invente des possibles. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est en ça que ça mérite d'être suivi, d'être soutenu, parce que c'est de l'expérimentation. Pour autant, je ne pense pas que le système alimentaire ou le système agricole va changer uniquement en laissant fleurir ces initiatives. Si on n'a pas de véritable politique qui effectivement transforme, rende ces expérimentations beaucoup plus faciles à réaliser. Aujourd'hui, les gens qui font ça se retrouvent confrontés à plein de problèmes et ils ont très peu de
très peu d'environnement favorable pour les aider à répondre. Alors, ils échangent beaucoup entre pairs. Il y a beaucoup de réseaux d'agriculteurs qui échangent entre eux, et notamment grâce au numérique, ça a beaucoup développé des réseaux sociaux d'agriculteurs qui s'entraident et qui se conseillent mutuellement. Mais n'empêche que l'appareil de production, le crédit agricole, l'assurance agricole, le conseil agricole, les intrants agricoles, tout ce système-là n'est pas du tout favorable aujourd'hui à ces expérimentations-là. Il est encore dans l'ancien système. Et il est dans une fuite en avant technologique aussi pour garder du pouvoir. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du modèle agricole, de la production, mais en fait la production, elle est difficile à entendre sans la consommation, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on mange et pourquoi on le mange, et d'où ça vient. Et c'est vrai que ces derniers mois, particulièrement depuis la guerre en Ukraine, la montée des prix de l'énergie et la montée des prix de l'alimentation ont fait que pour un certain nombre de gens, pouvoir acheter des produits alimentaires, c'est devenu beaucoup plus difficile. Vous suivez de près une expérimentation qui a lieu à Montpellier, qui s'appelle la Caisse alimentaire commune, qui essaye en fait de faire le lien entre ces différentes questions, la production agricole, la question de l'accès pour tous à une alimentation de qualité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça marche ? Alors, c'est une initiative qui a été montée par une vingtaine d'ONG, de la société civile, qui travaillaient ensemble à Montpellier dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui existe également à Lyon, à Marseille et à Toulouse. Et dans ce cadre-là, la question qu'on se posait, c'était comment donner accès à une alimentation de qualité. Et quand je dis qualité, c'est à définir par les gens, c'est pas les experts qui la définissent, mais qualité du point de vue nutritionnel, sanitaire, environnemental, social, rémunérateur, etc. Et comment donner accès à cette alimentation de qualité à tout le monde, y compris quand on n'a pas de pouvoir d'achat? Comment éviter que, finalement, l'alimentation dite durable, elle soit dans les mains seulement des plus riches, des plus éduqués, qui ont les moyens de payer un peu plus cher leur alimentation? En fait, au début, on s'est dit c'est une question de pouvoir d'achat, mais très vite, en discutant, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'était une question de pouvoir tout court. Et que l'enjeu, c'était aussi de redonner du pouvoir aux gens sur leur système alimentaire. Et donc, c'est construit un système dans lequel a été créé un comité citoyen, pour le moment d'une 50aine de personnes, qui sont issus de tous les milieux économiques. Montpellier est une ville qui malheureusement a beaucoup de gens qui sont en grande précarité économique, et donc la moitié du comité, ce sont des gens qui vivent des situations très difficiles du point de vue économique. Comité qui a commencé à se réunir il y a quelques mois pour réfléchir à une action qui permettrait de donner accès à tous à une alimentation de qualité, et qui s'inspire d'une proposition issue d'un collectif de la société civile à l'échelle française qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Cette idée de revenir à la sécurité sociale de la santé de l'après-guerre, qui était gérée par les travailleurs, qui a permis de construire les hôpitaux, qui a permis de donner accès universel aux soins, et qui était sur la base d'une cotisation dépendante de son niveau de rémunération, et qui permettait à tous d'accéder à la gratuité des soins et à la mise en place d'un environnement permettant de pouvoir se faire soigner facilement. Donc l'idée, c'est la même sur l'agriculture, c'est de dire chacun cotise à hauteur de son revenu, mais tous, quels qu'ils soient, touchent la même chose pour accéder à une partie de son alimentation et pouvoir se payer au moins une partie de son alimentation sous forme de produits de qualité. Et comment on définit la qualité ? En fait, c'est justement les citoyens qui la définissent par un débat démocratique. Ils discutent, ils rencontrent des experts, ils s'informent et ils décident de quels sont les produits ou quels sont les magasins que je vais conventionner et qui vont me permettre, avec l'argent que je vais toucher tous les mois, de pouvoir avoir accès à cette alimentation de qualité. C'est une sorte de chèque alimentaire dirigé vers certains produits ou certains magasins qui ont été collectivement identifiés comme OK. Absolument, autodirigé, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui ont décidé de à quoi leur donne accès. Donc à Montpellier, en fait, on vise d'avoir, c'est une expérimentation, on voudrait expérimenter ce que ça donne. Donc le comité citoyen a déjà conventionné quelques magasins, il est en train d'en conventionner d'autres. Il cotise selon son niveau de revenu, ça va de 50 centimes d'euros à 150 euros pour toucher chaque mois 100 euros.
C'est-à-dire que certains vont payer plus cher, ils vont toucher moins. Ils vont payer 150, ils vont toucher 100. Et il y en a, ils ont rien, ils vont payer 50 centimes d'euros et ils vont toucher 100 par mois. Et ça, c'est de la cotisation et on touche l'argent mensuellement. Et on a accès comme ça à un certain nombre, pour le moment, de magasins et peut-être demain à décider des produits. Mais est-ce que, si on imagine tirer ce fil-là, comment on transforme des initiatives comme celle-ci, comment on les passe à un niveau un peu supérieur en termes de volume, de nombre de gens? Si jamais on associait des milliers et des milliers de gens à une sécurité sociale de l'alimentation, est-ce qu'on aurait la production en face, les magasins identifiables? Est-ce que ça existe, ce système-là, ou est-ce que c'est aujourd'hui condamné à rester expérimental? Pour le moment, c'est expérimental, clairement. L'objectif in fine, c'est la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire, effectivement, l'organisation d'une cotisation pour tous les travailleurs pour remplir une caisse de plusieurs milliards qui va permettre à chacun de bénéficier de 100, 150 euros. Tout ça est à négocier et à construire par personne et par mois pour pouvoir acheter une nourriture qu'on a choisi d'acheter et pas simplement en réaction à ce qu'on nous propose et à ce que nous propose l'industrie. C'est ce qui serait d'une certaine manière, en orientant les achats, une manière d'orienter aussi la production. Complètement. En disant, si on dit, on veut privilégier des produits bio ou des fruits et légumes plutôt que des produits transformés, en fait, du coup, on estime qu'en face, l'appareil productif pourrait se réorganiser pour assurer la présence de ces produits-là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, on n'est pas dans une situation où des consommateurs ne font que réagir avec leur porte-monnaie, avec leur pouvoir d'achat, à l'offre qu'on leur propose. Là, c'est en fait les consommateurs qui décident de construire une offre. Et donc, effectivement, ils orientent le système. Ce qui ne veut pas du tout dire que tout va aller vers le bio ou le local ou l'équitable. Il y a des endroits déjà où s'expérimentent des discussions sur qu'est-ce qu'on met en magasin. Ce sont par exemple les supermarchés coopératifs. Il y en a une petite dizaine en France, ou même peut-être plus maintenant, et dans lesquels les coopérateurs, les gens qui gèrent le supermarché coopératif, discutent de qu'est-ce qu'on met en rayon. Et là, on voit qu'effectivement, on a des gens qui disent moi, je voudrais qu'on mette du bio et de l'équitable et du local partout. Et puis des gens qui disent moi, je veux de la qualité gustative, je veux du pas cher, et si possible, qui m'empoisonne pas, et si possible, qui est bio. Mais on voit qu'il y a un débat démocratique qui s'instaure entre des gens très divers. C'est de la mixité sociale. Et c'est ça qui se passe dans le comité citoyen aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce qui me semble particulièrement intéressant là-dedans, c'est montrer qu'effectivement, les citoyens, quel que soit leur niveau d'éducation, quelle que soit leur origine culturelle, quel que soit leur niveau économique, leur niveau de vie économique, leur pouvoir d'achat, ont la capacité de discuter de l'alimentation qu'ils veulent pour eux et pour leurs enfants. Ça fait écho à une chose dont on a souvent parlé ici, qui était la Convention citoyenne pour le climat. Quelque part, on retrouve un peu la même mécanique, c'est-à-dire une forme d'assemblée citoyenne autour des questions alimentaires. Absolument. Et c'est là que moi, je vois tout l'intérêt du local. C'est que c'est, me semble-t-il, dans un premier temps, plus facile d'organiser ça à des échelles locales, des gens dans un quartier, des gens dans une ville, pour commencer à dire comment je veux voir évoluer mon paysage alimentaire, c'est-à-dire quel type de magasin je veux trouver, est-ce que je veux pouvoir avoir accès à des espaces de production agricole, quel type de produits je veux trouver, et d'avoir une réflexion dans laquelle les gens reprennent la main sur leur système alimentaire. Oui, mais ils reprennent la main sur leur système alimentaire, mais d'une certaine manière, on pourrait se dire, quand on est agriculteur, on n'a pas forcément envie de se faire imposer ses pratiques, sa manière de faire, par des consommateurs citadins qui vont décider entre eux de leur manière de produire. Quel type de levier peuvent exister pour qu'il y ait un changement de pratiques agricoles? C'est quoi? C'est les lycées agricoles? C'est les conseillers dans les chambres d'agriculture? Est-ce qu'il y a une manière de construire des liens entre ces initiatives-là et des agriculteurs qui ne soient pas des agriculteurs à la marge, qui soient au cœur du système et qui puissent être intéressés à bouger? Déjà, ça veut dire que ces comités citoyens, qui effectivement aujourd'hui sont plutôt dans les quartiers urbains, ils doivent prendre dialogue, prendre langue avec les agriculteurs. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est-à-dire des agriculteurs qui approvisionnent la ville, du coup, qui puissent les rencontrer, qui puissent comprendre leurs contraintes et co-construire avec eux. Pour moi, une convention citoyenne locale, ça peut pas être que des consommateurs.
Ce sont effectivement des consommateurs, mais ce sont aussi des agriculteurs, des commerçants, des transformateurs, et c'est ensemble qu'on construit un autre contrat social autour de l'alimentation. Mais pour que ça prenne vraiment de l'ampleur, il faut clairement une politique. Aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui distribue à peu près 9 milliards d'euros en France par an. Ces 9 milliards d'euros, ils pourraient être utilisés pour favoriser, par un environnement pour les agriculteurs favorable à une transition agroécologique, ils pourraient être utilisés à ça. Malheureusement, sur la dernière politique agricole commune, ce n'est pas le chemin qu'on a pris. On va être obligé d'en reconstruire une autre, et je pense que si les crises climatiques, les crises sanitaires, et quand je dis crise sanitaire, je pense pas qu'au Covid, je pense à des crises sanitaires aussi sur les maladies des plantes ou des animaux. Quand on va s'apercevoir à quel point l'agriculture industrielle est aujourd'hui dans une impasse, ça va obliger à s'interroger sur comment on utilise ces 9 milliards d'euros de la politique agricole commune pour favoriser une transition et accélérer la transition. Oui, mais la difficulté, c'est que même si les crises peuvent être des accélérateurs, il faut quand même pouvoir anticiper et construire, planifier cette transition-là. Vous le disiez tout à l'heure, les agriculteurs ont été mis dans cette situation. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain leurs pratiques. Donc ça doit se construire quand même sur le long terme. On voit bien que là, il peut y avoir des stratégies aussi qui sont différentes. Souvent, on oppose un peu dans cette discussion-là les gens qui disent en fait, il faut tout mettre du côté de l'agroécologie, et ceux qui disent il faut tout mettre du côté de la technologie, il faut mieux équiper les agriculteurs, faut miser plus sur le numérique, parce que c'est comme ça qu'on va garder des rendements qui sont importants. Est-ce que ça, c'est des voies qui sont nécessairement contradictoires ? Non, elles ne sont pas forcément contradictoires. La question que pose l'arrivée du numérique comme un moyen d'optimiser les ressources, avec l'agriculture de précision, on pourra presque mettre l'engrais ou les pesticides presque au mètre carré en fonction des attaques, ou en fonction de la sécheresse des sols, ou en fonction des problèmes de fertilité. Le problème que ça peut générer, c'est que ça déplace la dépendance des agriculteurs vers les acteurs du numérique. Les agriculteurs aujourd'hui sont très dépendants des semenciers pour la semence, des produits des entreprises de phyto pour protéger leurs plantes, de la mécanisation agricole pour mécaniser leur production. Et on voit à quel point, avec la guerre en Ukraine et la reprise post-Covid, l'augmentation des prix des intrants pose plein de problèmes. En fait, les agriculteurs, ils étaient dans une interdépendance autrefois avec des fournisseurs d'intrants. Ils sont devenus complètement dépendants de systèmes techniques et d'acteurs sur lesquels ils n'ont plus aucune prise. Foncer dans la numérisation, c'est déplacer cette dépendance. C'est-à-dire que le risque, quand même, c'est de devenir dépendant des nouvelles grandes entreprises qui sont aujourd'hui massivement en train d'investir dans l'agriculture au nom d'une optimisation du système, mais qui s'appuient toutes sur des puces électroniques qui sont fabriquées à Taïwan, et c'est pour ça que Taïwan est aujourd'hui un enjeu absolument majeur. Et le deuxième risque que je vois avec l'arrivée de la numérisation, c'est que les grands acteurs du numérique, les GAFAM, sont en train aujourd'hui d'investir dans ce qu'ils appellent l'alimentation sans agriculture. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la possibilité d'une production industrielle de protéines ou de lipides à partir, par exemple, d'algues, à partir de levures, à partir de bactéries qu'on fait fermenter dans des tanks, donc une production qui est hors sol, qui a quand même besoin d'énergie, et le bilan énergétique de tout ça n'est pas encore très clair. Mais aujourd'hui, on a plein de startups qui sont en train de se mettre sur l'idée, on va produire de la protéine, on va produire des lipides, qui vont permettre d'éviter de poursuivre l'élevage, en tout cas l'élevage intensif tel qu'on connaît, qui vont permettre de réduire la production oléagineuse, y compris végétale, en produisant de la lipide d'algues, par exemple, qui seront des ingrédients qu'on va aller mettre ensuite dans des produits transformés, qui ne seront pas forcément mauvais. Je pense que l'industrie agroalimentaire elle a tout à fait les capacités d'arriver à nous vendre des choses mangeables, y compris avec des productions de ce type industriel. Toutes ces startups et tous les investissements, et ce sont des milliards de dollars qui s'investissent aujourd'hui dans ce secteur, mais ça, c'est aussi la viande in vitro, c'est toutes ces choses-là. Tout ça est construit sur un discours écologique, en disant c'est ça l'alimentation durable de demain, c'est ça qui va permettre de s'affranchir, alors certains disent totalement, mais soyons raisonnables, probablement partiellement, d'une agriculture qui a
finalement coupé la forêt pour s'étendre, qui a matraqué les sols, qui a pollué et qui a détruit la biodiversité. Et là encore, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on veut aller vers un système comme ça ? Ça veut dire dans un système où on imagine continuer de maîtriser le vivant, alors que toute la philosophie aujourd'hui nous dit il faut qu'on aille vers une capacité à négocier nos rapports au vivant, à négocier notre place dans la matrice de la biosphère, et pas simplement soit exploiter, soit protéger le vivant, mais reconnaître qu'on est un vivant parmi d'autres, avec d'autres animaux. Donc ça veut dire que cette proposition d'une alimentation sans agriculture, c'est une vraie révolution civilisationnelle. C'est une vraie révolution civilisationnelle. Ça veut dire qu'on change notre rapport aux animaux, on change notre rapport à la nature, et on imagine encore l'exploiter à notre profit, alors qu'on est plutôt dans l'idée qu'il faut apprendre à la négocier. C'est sûr que ça ne fait pas exactement rêver, cette idée d'une agriculture industrielle, sans agriculteurs, peut-être même sans lien avec la nature ou le vivant. Mais justement, si on veut éviter d'en arriver là, on peut se poser la question de comment on peut faire pour changer les choses concrètement. On a parlé de la politique agricole commune, dont l'argent n'est pas forcément dirigé vers la transition, c'est une manière gentille de le dire. On a évoqué aussi le poids du plus gros syndicat du secteur, la FNSEA, qui défend le modèle existant. Mais du coup, quelles peuvent être des pistes pour changer ce modèle ? Pas seulement avec des projets à la marge, comme on disait, mais au cœur du système. Qu'est-ce qui peut permettre de changer les choses ? Bon, je pense que la formation a un rôle considérable à jouer. Le problème, c'est que la formation, ça donne des effets à quelques années, bien évidemment. Donc, c'est pas forcément une réponse à très court terme. Mais n'empêche qu'une réforme, ou en tout cas une réorientation de la formation pour apprendre demain ce que ça veut dire l'agroécologie, comment on gère les agencements de plantes, comment on gère la relation plantes-animaux, et comment on apprivoise aussi éventuellement ces nouvelles technologies de la production de protéines, d'algues, de levures ou de bactéries. Donc ça, je pense qu'on a besoin, effectivement, de former les futurs producteurs d'aliments. Je ne les appelle pas forcément agriculteurs, parce qu'ils seront peut-être multi-actifs, mais de demain. Et c'est pas simplement les former aux techniques, c'est aussi les former dans un état d'esprit différent, qui est peut-être moins conquérant, qui est peut-être moins construire la puissance agricole qu'il ne l'a été jusqu'à présent. C'est donner beaucoup de soutien à la recherche pour accompagner toutes les questions que pose la transition, parce que on arrive avec des nouvelles maladies, et notamment le réchauffement climatique, il accélère l'arrivée de nouvelles maladies. Et donc, c'est gentil de dire on ne va pas utiliser de pesticides, mais des fois, on n'a pas le choix, ou alors on n'a rien, on n'a pas de production. Donc, comment on fait pour accompagner des agriculteurs qui se retrouvent en plein désarroi, sachant qu'en fait, la seule solution que leur ont proposée les industriels, c'est un nouveau produit chimique, et qu'ils savent bien en même temps que quelque part, il y a un problème, et qu'ils aimeraient bien trouver des alternatives. Et la recherche, on a besoin qu'elle puisse travailler avec les agriculteurs pour tirer parti de leur savoir, parce que certains savent gérer ça, notamment par la diversification. On a besoin que le crédit soit adapté à des nouvelles formes d'installation, à des nouvelles formes d'agriculture. Ça veut dire qu'on a tout le système à changer. Alors, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire, et ça suppose, une fois de plus, qu'on ait une vraie volonté politique. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique, elle est verrouillée par un certain nombre d'acteurs du système. Et que seules les crises, et malheureusement, je pense que le changement ne se fera pas dans la douceur, mais il se fera malheureusement dans la douleur, c'est les crises qui vont rendre nécessaire de penser autrement l'avenir agricole et l'avenir alimentaire. Vous dites un changement qui se fait dans la douleur, probablement. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions-là. Est-ce que, malgré tout, vous avez quand même de l'espoir qu'on va dans la bonne direction ? Oui, parce que ce que je vois, c'est que des milliers d'initiatives sont en train d'inventer des possibles et en train de faire la preuve qu'on peut faire autrement. Et en train de sortir d'une vision où on considérait que tout ça, c'était des charlots qui bricolaient sur des petites exploitations, mais qui n'avaient aucun avenir. En fait, on les voit en train de faire la preuve. Donc ça, déjà, ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a des solutions techniques et organisationnelles. Moi, je place aussi beaucoup d'espoir quand je vois qu'il y a un nouvel acteur dans le système alimentaire qui a émergé depuis quelques années. Ça a commencé au Brésil, et puis ça s'est étendu en Amérique du Nord, et maintenant c'est venu en Europe. C'est les politiques alimentaires des villes. Les villes se sont ressaisies de la question alimentaire. Et elles ont réinterrogé les leviers dont elles disposaient, la gestion du foncier,
L'urbanisme commercial, est-ce que j'installe des magasins en périphérie ou bien est-ce que je réinvestis les quartiers, la gestion des déchets, la restauration scolaire. Bon, en fait, elles s'aperçoivent qu'elles ont des leviers qui peuvent leur permettre de réinventer le système alimentaire. Leurs moyens sont limités. Elles ont peu d'action sur l'agriculture en tant que telle parce que c'est pas dans leur pouvoir. Mais n'empêche que ce que je vois qui est intéressant, c'est que on a maintenant des dizaines et des dizaines de villes, et en France, on en a plein qui se mettent à faire des projets alimentaires territoriaux, qui certaines le font avec les agriculteurs, qui sont en train d'inventer un autre projet pour leur territoire, un autre projet alimentaire, et qui au début se mettaient en réseau pour échanger les bonnes pratiques. Comment tu fais pour mettre plus de bio dans ta cantine ? Bon. Et en fait, depuis quelques années, elles commencent à se fédérer et dire, en fait, nous devenons un acteur politique qui peut revendiquer une autre politique alimentaire, une autre politique agricole. Alors avant de vous laisser repartir pour Montpellier, je voulais savoir comment vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. Est-ce que vous, par exemple, vous avez changé, depuis que vous travaillez sur ces questions-là, votre rapport à l'alimentation ? Oui, j'ai changé, c'est-à-dire que j'ai réduit ma consommation de viande. Je continue de manger de la viande le week-end quand j'invite des gens, parce que c'est vrai que j'ai du mal à cuisiner systématiquement sans viande pour les invités. Mais même si je le fais maintenant de plus en plus, je continue d'en manger, mais j'en mange beaucoup moins souvent et je l'achète de meilleure qualité. J'ai arrêté de prendre l'avion pour circuler en Europe. Mon métier est mon métier de chercheur sur les politiques agricoles et alimentaires en Afrique me conduisent encore à prendre un peu l'avion pour aller travailler avec mes partenaires en Afrique, mais j'essaie de minimiser. On peut dire que la bonne chose que la Covid nous a permis de faire, c'est de nous familiariser et d'avoir plein d'outils de communication et de réunion à distance que j'utilise abondamment, peut-être parfois un peu trop, mais en même temps, je me rends compte que c'est pas simplement mon acte individuel qui doit être exemplaire. C'est-à-dire, si je peux le faire, c'est parce que l'environnement a aussi permis de le faire. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous énerve sur ces questions-là d'agriculture et d'alimentation, un truc qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, vous vous dites que ça ne devrait plus exister, soit une expression ou une pratique qui vous semble devoir disparaître ? Quand ceux qui ont le pouvoir verrouillent le système et empêchent que ça change, et maintenant sont en train parfois même de criminaliser ceux qui essaient de faire autrement. Et je trouve que c'est profondément injuste pour les générations futures. Merci Nicolas Bricasse. Merci à vous. Dans cette conversation avec Nicolas Bricasse, il y a des choses que j'ai trouvées super enthousiasmantes et d'autres franchement déprimantes. La première qui me saute aux oreilles, c'est que le monde agricole apparaît prisonnier d'un modèle dont il est très difficile de sortir. Il le dit bien Nicolas Bricasse, c'est trop facile de jeter la pierre aux agricultrices et aux agriculteurs. C'est tout un système complexe qui va des subventions européennes aux syndicats agricoles, en passant par les chambres d'agriculture, les vendeurs de semences, de matériel agricole, les coopératives. Tout ça a été construit dans une seule direction, produire plus, voire grand, sans se préoccuper des conséquences environnementales. Tout ça nous laisse un paysage assez ravagé. Des agriculteurs en détresse, pas assez de monde pour prendre la suite, des sols appauvris, tout ça dans un monde qui se réchauffe. La manière positive de voir ça, c'est qu'il est urgent de proposer un autre modèle et qu'il existe des pistes. Changer la formation dans les lycées agricoles, former les conseillers agricoles dans les coopératives, accompagner les exploitations pour passer à des pratiques agroécologiques, limiter très très fortement l'usage des pesticides. Des solutions, il y en a, même si pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'on ne les voit pas arriver massivement. Et c'est le deuxième point qui m'interroge dans cette conversation. Ce que porte Nicolas Bricasse, c'est l'idée que le système de production agricole, il est tellement difficile à changer qu'il faut l'attraper par un autre morceau. La question de l'alimentation. Évidemment, moi qui suis très gourmand, je trouve cette idée très intéressante parce que c'est prendre le problème d'une manière plus transversale et ça permet d'en faire une responsabilité collective. Une meilleure agriculture, une meilleure alimentation, c'est l'affaire de tout le monde. Là où je dois avouer que je trouve ça plus difficile, je me pose la question, je me dis comment faire pour arriver à porter ça avec le monde agricole et pas contre lui ? Comment faire pour embarquer les agriculteurs et les agricultrices, y compris ceux et celles qui sont très loin de pratiques agroécologiques ? Si toutes les initiatives ont lieu en ville par des consommateurs, ça va changer la demande, mais ça ne va pas forcément influer sur l'offre, ou en tout cas pas tout de suite. La troisième brique que je retiens, c'est cette idée de convention citoyenne de l'alimentation. Je sais,
Je sais, depuis l'épisode de Chaleur humaine sur la démocratie, j'ai l'air de défendre des conventions citoyennes partout et sur à peu près tout. Mais là, il y a une piste pour quelque chose qui peut être gagnant sur tous les tableaux. Décider démocratiquement d'améliorer notre alimentation, ça peut nous amener à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer la biodiversité, pousser le modèle agricole à changer et aussi améliorer de beaucoup la santé publique. D'ailleurs, je vais revenir dans un prochain épisode de Chaleur humaine sur ces liens entre le climat et la santé. Et tout ça, ça me semble quand même un programme assez réjouissant. Et même si ce chemin n'a rien d'évident, il fait plus rêver que l'idée de produire de manière industrielle de l'alimentation sans agriculteurs, comme dans la série Fondation d'Isaac Asimov, dans laquelle les humains mangent des gélules synthétiques qui concentrent toutes les vitamines nécessaires. On peut le dire autrement, mais je suis sûr qu'il y a un consensus assez large, et pas simplement parmi celles et ceux qui écoutent ce podcast, pour se dire que ce qu'on veut, c'est manger des produits de bonne qualité, qui sont bons pour nous, qui sont accessibles, et qui préservent le vivant et la planète. Ça me semble une bonne base de discussion, non ? Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur humaine, un podcast de la rédaction du Monde. La production est assurée par Adèle Ponticelli avec Esther Michon. La réalisation est toujours celle d'Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Merci également à mes collègues Stéphane Foucard et Mathilde Gérard qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez retrouver tous leurs articles sur le site du Monde. Chaleur humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions, enfin j'essaye. J'en profite pour vous remercier très chaleureusement d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Chaleur humaine chaque semaine. Le podcast a largement dépassé le 1 million d'écoutes au mois de mai et vous êtes désormais plus de 30 000 abonnés à la newsletter. Merci infiniment. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait réfléchir ou débattre peut-être avec vos voisins agriculteurs et consommateurs. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette d'épinards au pois chiche à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer et se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.